Aujourd'hui, on prend le temps de découvrir ce livre dont vous voyez la couverture, Kanaka. Première question pour toi, elle va te renverser par son incroyable originalité. Je sais, t'étais pas prêt. Peux-tu nous dire de quoi parle ce roman, Kanaka? Quel en serait le pitch? Alors, au lieu de raconter, peut-être, je vais peut-être décrire juste la première scène, en Mhm. fait. Histoire parce que je sais jamais faire les pitchs, je me suis dit, tiens, je vais peut-être décrire un peu la première scène. Donc, on est dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. On est vraiment début de matinée. Il est très tôt. On est pendant une espèce d'été indien, donc dans vraiment voilà, un été qui s'éternise, assez chaud, même assez exceptionnellement chaud pour la période. Et on a un type, à peu près la cinquantaine, qui est en train de retaper son véhicule, qui est une vieille Chevrolet fin des années 80, une Silverado exactement. Il est en train de la retaper parce qu'il s'apprête à faire un petit road trip en compagnie de son meilleur ami qui s'avère être un berger allemand qui s'appelle Baggins. Le gars s'appelle Bugley, Larry Bugley. Et donc il retape vraiment sa vieille bagnole parce qu'il a un long périple à faire. Euh, donc ça commence un peu comme ça. Dans ce premier chapitre, je donne pas mal d'éléments sur l'état d'esprit de ce personnage-là. On se rend compte qu'il a une petite douleur à la jambe, par exemple. On se rend compte qu'il va s'absenter plusieurs jours. On se rend compte aussi que son copain Baggins, il traîne un peu la patte aussi. Mais ils vont entamer ce périple-là. Et ça commence comme ça. En fait, j'ai voulu une première scène un peu cinématique aussi. J'imaginais une caméra qui filmait un peu ce type en train de retaper sa caisse. Et, euh, et il s'apprête à faire voilà, un long voyage où très vite, vraiment très très vite, il va être amené à croiser une autostoppeuse, une ado, à peu près 14-15 ans, qui se fait appeler Oudou et qui a un écriteau un peu, tu sais, comme les ring girls qu'on voit avant les matchs de boxe, tu as toujours voilà, les espèces de grandes pancartes comme ça. Donc voilà, une ado en short en jean, lunettes de soleil, et qui a une énorme pancarte où la destination où elle souhaite aller, c'est ailleurs. Elle veut aller ailleurs, mais elle précise pas sa destination. Et puis à Larry, pendant qu'il est dans sa bagnole, cette histoire cette envie d'évasion, ça lui rappelle ce que lui a pu ressentir à un moment donné de sa vie. Euh, Parce qu'on va l'apprendre assez vite, hein, que ce soit Larry ou son copain Baggins, il fut un temps où ils ont eu une période de gloire assez forte, une bonne renommée avec les médias, et il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ont dû fuir et se retrouver dans cette espèce de trou paumé en Utah où ils ont une ferme un peu bancale. Euh, mais il se souvient que lui, à un moment donné, il avait envie de fuir tout ça et d'être ailleurs. Et j'imagine que c'est ce qui fait qu'il s'est arrêté. Parce qu'en temps normal, bon, il avait lui une mission bien précise dans son voyage. Honorer une promesse d'ailleurs à son copain chien, et il n'était pas prévu de s'arrêter sur le bord de la route pour prendre cette jeune fille. Voilà. Donc il va la prendre en stop, et puis voilà, l'histoire commence véritablement là, et c'est un road trip sur plusieurs jours où l'un comme l'autre voilà, ont un vécu, un passé, ils vont apprendre à se connaître, et ils n'ont quasiment rien en commun. C'est un type plus de 50 ans, elle a 15 ans. Mais ils ont l'un comme l'autre, peut-être le seul point commun qu'ils ont, c'est un sentiment de culpabilité. On va savoir pourquoi, lui, de son côté, et pourquoi elle se sent aussi coupable de quelque chose. Donc c'est un road trip, comme enfin, j'imagine, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, beaucoup d'auteurs se sont heurtés à ce genre-là. Donc voilà un peu le pitch de départ, quoi. C'est une très très bonne base pour te poser des tas de questions. Au passage, OneLab, ça m'a fait rire.
Je sais pas si on fera mieux aujourd'hui parce qu'il est tard, hein, mais il nous dit Kanaka, Kanaka, voilà les Dalton. Kanaka, Kanaka, il n'y a plus personne. Voilà, je sais que ça va te faire sourire, mais oui, bienvenue dans la boîte. À cette heure-là, je crois qu'on peut se permettre plein de choses, hein. Au bout d'un Merci. moment, il y a une espèce d'indulgence qui fait qu'il y a, Ah, il y a un totem d'immunité, ouais. Ok, mais t'inquiète pas, j'ai des vraies questions, mais ça me va faire rire, j'avoue. Tout ça pour dire, parce que je suis sérieux 2 minutes, j'aime énormément la couve, j'aime énormément le titre, on va en reparler, mais le titre est... En tout cas, pose plein de questions, parce que je vois déjà cette question dans le chat, on peut commencer par là. Peux-tu nous dire, c'est toi qui décides, ce que signifie Kanaka? Eh ben non, Bah je non, peux pas. je sais bien. Je sais bien, je peux pas le dire moi, mais je sais bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour expliquer que tu ne peux pas? Non, ça vous gâcherait en partie Alors le livre. déjà, alors, pour le coup, parce que c'était une des premières réactions, ça n'a rien à voir avec le peuple kanak, pour le coup. Donc ça parle pas du tout du peuple kanak, donc ça c'est sûr. Et je peux pas en dire vraiment beaucoup plus, mais c'est un nom pour le coup qui a existé. Euh, euh, et j'ai pas beaucoup. Alors moi les titres, je sais que certains les trouvent au début, d'autres en cours de route, d'autres à la fin. J'ai jamais prêté beaucoup, et à tort d'ailleurs, beaucoup d'importance au titre d'une manière générale. Et puis là, je trouvais que ça sonnait bien. Je voulais, en fait, comme la couverture et un peu la police d'écriture, je voulais un truc qui rappelle quand même un petit Roland de western. En fait, je voulais qu'il y ait un côté un peu western. Et dans le bouquin, il y a, voilà, c'est un peu, il y a un petit parfum de Far West que j'ai volontairement semé un petit peu partout. Parce qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil à des films que j'ai pu voir. Donc je voulais qu'il y ait, voilà, je voulais qu'il y ait cette ambiance un petit peu de désert, de cailloux, un peu voilà, de sable. Il y a le soleil qui est assez présent. Parce qu'en fait, il y a assez peu de personnages comparativement aux précédents. Dans le petit Lebanski, j'avais beaucoup de personnages. Et c'est marrant parce que quand j'ai décidé de faire ce bouquin, je me suis dit, bon, je vais être paresseux. Je vais faire pas du tout de sous-intrigue. Je vais faire très peu de personnages. Ce sera très facile à écrire. Et finalement, j'ai merdé parce que j'ai mis 5 ans à l'écrire. Parce que je me Écoute, suis si rendu ça peut compte que... te faire te sentir mieux, je me suis dit la même chose au moment d'écrire un 4 mains avec Pierre Gollon. Je me suis dit, on est deux, ça va aller plus vite. Eh ben non. Et donc Ah, ça me parle tellement ce que tu dis. moi, je me suis dit, mais ça va être facile. 3 personnages. Alors, la bagnole a un rôle, l'environnement extérieur a un rôle, mais je me suis dit, bon, je vais pas m'arrêter à plusieurs intrigues. C'est un récit assez linéaire. Ce sera facile à écrire. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'au bout d'un moment, il faut occuper l'espace et il faut essayer de créer une immersion avec l'environnement, en sachant que moi, les États-Unis, je ne connais pas du tout. Donc, il fallait que je me documente beaucoup. Et la documentation, alors qu'il ne faut pas tomber dans le guide touristique non plus. Donc il faut prendre les infos et puis ensuite il faut les transformer pour essayer de les sublimer et rendre quelque chose d'un petit peu littéraire. Enfin, en tous les cas, essayer de rendre un truc un peu littéraire en s'appuyant sur de la doc qui est très technique, très froide, très didactique en fait. Et bien on va reparler de tout ça et de plein d'autres choses. C'est une impression où tu aimes les personnages un peu cabossés par la vie. C'était déjà mon impression avec le précédent, et puis celui-là, bah, on voit bien hein, tout le monde, de la voiture au chien en passant par les Ouais. humains. J'ai l'impression que dans ton parcours, il y a quand même toujours des personnages forts avec des vies un peu chahutées, cabossées. Oui, je pense que c'est un personnage, pour le rendre intéressant, il faut qu'il ait quand même des aspérités, quoi. Donc, et en fait, c'est avec le recul, je regarde, parce que bon, c'est que mon troisième roman, hein, mais je me suis rendu compte que même si la forme est différente, les thématiques reviennent assez, en fait, les mêmes, et c'est souvent, en fin de compte, l'histoire d'une construction ou d'une reconstruction d'un personnage après un événement ou une rencontre qui fait qu'ils sont plus tout à fait les mêmes au début et à la fin. C'est ça pour les éphémères, c'était ça pour les Bansky,
c'est pareil pour Kanaka. C'est forcément des personnages qui vont évoluer après un événement ou un choc, ou encore une fois, une confrontation avec quelqu'un qui va faire, ou un événement qui va faire que ça va un petit peu voilà, ça va les transformer. Donc à la base, oui, il y a toujours une faille, il y a toujours des personnages, toujours avec des doutes et plein de fêlures, quoi. Mais j'imagine que c'est assez un classique dans la littérature de prendre des personnages qui de toute façon voilà, sont un peu abîmés, quoi. Donc c'est le cas, mais là j'ai voulu le faire même avec la voiture qui est un personnage quasiment à part entière. Parce qu'elle aussi, C'était elle une est de en mes fin de questions, parcours. hein, cette Silverado. Ben, Vraiment. ouais, elle est en fin de parcours aussi, donc elle, c'est son dernier tour de piste. Voilà, elle est comme tous les personnages, voilà, voilà, il y a un dernier tour à faire et elle veut profiter du voyage aussi. C'est pour ça que tout, tout est très personnalisé en fin de compte. Que ce soit la voiture, que ce soit le paysage, que ce soit le chien qui est un chien, mais le mot chien est très peu prononcé dans le bouquin. Et il pisse debout, il boit de la bière. Enfin, c'est vraiment tous des personnes, quoi, quelque part, en tous les cas. Et un chien comme personnage principal, puisque t'en parles, bah, ça me fait toujours penser à Turner et Hooch. Je sais pas si vous avez vu ce film. Ah oui, le film avec Tom Hanks, non? C'était Ouais, Tom. oui, c'était lui à l'époque. Mm. Ça a vieilli comme film, mais en fait, Ah ouais. quand il y a un personnage chien, moi je pense plus à ça qu'à Beethoven, chacun ses problèmes. Mm. Mais c'est amusant d'incarner un animal en tant que romancier. T'en penses quoi? Parce que lui, il a vraiment un beau rôle hein, dans ton livre. Oui, oui, il est très présent. À l'origine, ce bouquin-là, parce qu'en fait, après les Bansky, je ne savais pas ce que je voulais faire. Entre-temps, j'ai écrit un recueil de nouvelles où une des nouvelles parle d'un homme en relation avec son chien. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que j'écrive un roman avec un homme et son chien. Donc au début, il n'y avait que deux personnages. Et je me suis dit, putain, un road trip avec deux personnages, ça risque d'être chiant, quoi. Sur 250 pages, je vais emmerder tout le monde. Il faut que je mette un caillou dans la chaussure de ces personnages-là. Il faut que je trouve un autre personnage qui va les emmerder et qui va faire en sorte que leur voyage sera contraignant. Donc le personnage Doudou est venu sur le tard, en fait. Il n'était pas prévu. Mais le personnage du chien, oui, il devait être présent, mais je voulais pas qu'il se comporte comme un chien. Donc la première chose, je voulais faire en sorte qu'il pisse pas comme les chiens. Donc quand son maître pisse, il est sur ses deux pattes et il pisse pareil, quoi. Et il prend de la bière avec ses crocs, il décapsule la bière, il boit ça au goulot. Donc voilà, c'est un chien, mais qui a rien du cabot qu'on imagine, quoi. Mais ouais, il est très présent et ouais, je l'imaginais pas autrement, en fait. J'imaginais pas autrement. Et au passage, je vous rassure, je note toutes vos questions dans le chat. Elles se raccrochent plus ou moins aux miennes, donc c'est cool. Et un petit message pour toi. Papa, c'est Ali, je te regarde de Grèce. Ah oui, c'est cool. Parce que oui, ma femme et mes deux filles sont en Crète et il y a 1 heure de décalage et je leur ai dit que je passais, donc c'est sympa qu'elle soit là. Ouais, très sympa. Et puis, toi, t'es resté juste pour la boîte. Non, rassure-moi, non. Moi, je suis resté juste pour la boîte. Ah, Oui. moi, Ben oui, t'es moi? pas parti en vacances. Non, alors non, mais en fait non, je devais gérer des choses familiales. Donc les enfants et Madame sont partis et puis moi j'avais bah tu vois là, il y a une demi-heure j'avais encore ma mère, mon beau-père et mes frères et sœurs à déjeuner. Donc non, je devais régler, enfin, en tous les cas, voilà, être présent pour le reste de ma famille pendant cette semaine-là, mais bon, donc elles sont parties et elles profitent. Et bon, Elles c'est profitent, mais l'essentiel. elles sont avec nous, et donc merci beaucoup, bienvenue à vous dans cette boîte qui met à l'honneur Kanaka. On me glisse dans l'oreille, si on faisait un pendu des titres de livres, le tien serait très compliqué à trouver. Faut vraiment mettre des A, quoi. Ah oui. C'est pas évident, on va faire un pendu des... C'est une très bonne idée.
On part sur les routes pendant 6 jours avec ton livre. Pourquoi l'Ouest américain? Euh, En fait, je me dis pour donner vraiment ce fumé Far West, je voyais pas d'autres destinations quoi. Il fallait vraiment que moi j'ai des souvenirs. Je sais pas, tu te souviens des séries télévisées, Joss Randall avec Steve McQueen, euh, il y avait les Mystères de l'Ouest, ces trucs-là. Il fallait que ça parle un peu de. Il fallait qu'il y ait un mélange entre une modernité et puis une certaine nostalgie des cow-boys, parce que il y a, voilà, j'associe ça à une certaine, voilà, au code d'honneur, à quelque chose d'assez révolu aujourd'hui. Voilà, les westerns, c'est un genre qui est maintenant passé un peu en désuétude. Je voulais trouver vraiment un bon compromis, et les États-Unis, voilà, la bonne destination, parce que je voulais parler vraiment du climat, de la rugosité au niveau des paysages, des routes, voilà, le désert, les cailloux, avec les buses, les oiseaux. Voilà, voilà, il y avait ce petit fumet d'aventure et en même temps ce petit clin d'œil au western parce que vraiment ça se passe. Bon, il traverse plusieurs États, mais il traverse quand même beaucoup des États qui ont encore des réminiscences de la époque du Far West avec les grandes plaines, ce genre de choses. Donc c'était que les États-Unis, quoi. Et Vibration littéraire qui nous rejoint. Tiens, un Stéphane. Oui, toujours là avec nous. Au nom de la loi, nous dit Luc aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ah, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans les westerns? Parce que, pardon, j'ai oublié qui avait mis ça, mais c'est vrai que la couverture fait penser à ça. Instinctivement, on la voit, on se dit, tiens, road trip, western, on est là-dedans. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Pourquoi tu avais envie d'avoir ça comme ingrédient dans ton livre? Euh, Bon, déjà, moi, j'ai beaucoup consommé, hein, mais après, il y a des westerns. Il y a eu des périodes, hein, les westerns de Sergio Leone sont pas les mêmes que euh, les, les westerns un peu spaghetti avec tarte à la crème, avec tous les films de Terence Hill et Bud Spencer, avec c'était ça. Et puis moi, il y a Mon nom est personne, un des derniers westerns avec Henry Fonda. Il y a Impitoyable. Moi, enfin, vraiment, j'ai aussi pas mal baigné là-dedans. Comme maintenant j'ai un âge certain, je regardais quand même la dernière séance avec Eddie Mitchell, qui est un gros consommateur de western, avec tous les westerns de Gary Cooper, Du train sifflera 3 fois, Retour à Gun Hill, je crois, avec Kirk Douglas. Tu as tous les Rio Lobo, tu as tous les Rio Bravo avec John Wayne, Dean Martin, enfin tout ça, moi, je m'en souviens très très bien. Et encore une fois, aujourd'hui, les westerns, c'est pas très rentable d'un point de vue purement économique. Il y a des genres au cinéma maintenant qui sont complètement passés à la trappe parce que c'est pas du tout profitable. Tu reprends les westerns, tu prends les péplums, bon, faut vraiment avoir un nom pour essayer d'essayer d'intéresser des producteurs. Donc c'est un genre qui est mort, plus ou moins mort en tous les cas, avec quelques, euh, quelques fulgurances de temps en temps. On avait eu Danse avec les loups quand Kevin Costner avait relancé un peu le truc au niveau western. Mais sinon, on a quelques westerns en tête, mais en général, c'est quand même un genre qui est de moins en moins prisé. Et moi, j'ai toujours aimé les westerns. J'ai toujours aimé la tenue du cowboy. J'adore le flingue sur le côté là, avec la ceinture qui est penchée un petit peu, le truc à franges. Euh, mais là, on n'est pas. Alors, il y a un petit fumet de western, etc. Mais il y a quand même cette modernité aussi. Donc, il y a un mélange des deux. Je voulais pas que ça soit exclusivement du western, parce qu'on est quand même on est dans les années 2000, 2020. Donc, mais il traverse quand même des villages. D'ailleurs, on fait référence à des légendes indiennes. Je mets toujours quelques passages sur les autochtones aussi. On croise de temps en temps quelques Indiens. On ne sait pas s'ils sont réels ou s'ils sont imaginaires d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des personnages où on croit les voir. Donc je voulais qu'il y ait ça. Je voulais qu'il y ait une espèce d'aura aussi par rapport à ça. Et Mais t'as ouais, c'est un Jules qui nous environnement que j'aime dit bien. j'adore les westerns, mais hélas, cela devient très rare.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein, bah, je t'ai dit, le dernier western, je sais plus, qui a marché. Non, non, il y a des genres maintenant des genres disparus, hein. Enfin, les films de pirates, j'ai dit, les péplums, ces films de genre, parce que ce sont des genres à part entière. Alors, le road trip est un genre cinématographique qui fonctionne assez bien. Euh, la particularité d'ailleurs du road trip, c'est que ce sont souvent des scénettes. En fait, tu as une traversée qui est entrecoupée à chaque fois de petits événements. Ils s'arrêtent dans les stations-service, ils s'arrêtent dans les hôtels, et dans chacune de ces étapes-là, tu as quasiment une scène, un événement qui se passe. Donc c'est très assuré en fait le road trip, parce qu'en fait tu as un chemin, mais il est constamment balisé par des arrêts. On l'a vu, il y a un qui a très bien fonctionné en road trip qui s'appelait je sais plus, Green quelque chose avec Mortensen qui accompagne un noir tout le long. Mais ça se passe, je sais plus si ça se passe dans dans quelle période. Mais il a eu beaucoup de succès. Green quelque chose, je me souviens plus. Peut-être Tu que vois, moi, les. quand on me parle de road trip, je pense à ces Little Miss Sunshine. Je sais pas si vous avez vu Ouais, ça. oui, 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 ça c'est le Ça petit me- bus, oui, C'est le avec petit bus. Si vous Hmm. avez déjà vu, vous savez pourquoi. Si vous n'avez pas vu, vous devriez jeter un œil. C'est très Bah, très, très chouette. un des road trips les plus célèbres, je crois qu'il y a quelques lecteurs qui m'en ont parlé, c'est Thelma et Louise. Oui. Thelma et Louise, voilà. Bon, on est un peu aussi dans cet esprit-là, où en fait, il y a une espèce de fuite en avant de ces personnages. Euh, 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 mais tu as tout l'environnement, tout l'extérieur qui a un rôle aussi très important, quoi. Luc nous dit Green Book. Je connais pas, Merci, donc c'est ça. c'est ça. Je fais confiance à Luc depuis que j'ai vu sur Watan ce qu'il nous faisait. Puis, je te confie toutes les questions culture générale que je trouve. Il y a aussi une particularité hein, dans ce livre, les lecteurs ne connaissent la destination qu'à la fin. Et évidemment, je ne vais pas vous en dire plus, et toi non plus, je n'en doute pas une seconde. Est-ce que tu as hésité à révéler cette information plus tôt dans le livre? Est-ce que tu voulais Bah, laisser le suspense là-dessus? c'est marrant parce que c'était un des reproches que certains ont pu me faire en disant tu aurais dû nous révéler plus tôt où il allait et pour moi je gâchais pour moi révéler cette chose-là pouvait gâcher en tous les cas l'impact émotionnel à un moment donné. Donc on m'a dit ils partent mais on ne sait pas où ils partent. Voilà, ça a frustré quelques-unes, je crois. Séverine, d'ailleurs, me disait, j'aurais voulu le savoir plus tôt. Mais pour moi, non, parce que bon, moi, c'est pas un roman, enfin, c'est pas un roman à suspense à proprement parler. La destination, alors elle est importante, mais elle importe moins que le voyage en lui-même et la découverte des personnages et le fait que voilà, ils vont créer un relationnel, un rapport qui est presque un rapport filial, mais même si je pourrais développer parce que je voulais pas que ça soit trop ça non plus. Mais la destination, bon, il faut bien arriver quelque part, n'est pas le plus important, parce qu'il y en a peut-être certains d'ailleurs qui ont été peut-être déçus de la destination, mais je pouvais pas la révéler plus tôt. Je pouvais pas la révéler plus tôt, et, euh, et, et je regrette pas. Je regrette pas parce que bon, quelque part, ça reste un petit teasing aussi, même si c'était pas non plus l'objectif premier. Euh, mais pour moi, la destination est pas la chose la plus essentielle. Moi, c'est plutôt la transformation au fur et à mesure des miles et des jours, où au bout d'un moment, les deux personnages vont commencer à essayer de faire eux leur propre voyage, c'est-à-dire que chacun, ils sont en quête de pardon. Il y a le voyage de la destination, mais il y a le propre voyage intérieur qu'ils font. Ils ont des choses peut-être à se faire pardonner. Et la présence de Oudou va mettre un beau petit bordel dans le plan de la Millerie. Tu l'as fait naître comment cette rencontre entre, tu disais, un homme un peu plus âgé et cette Oui, adolescente? Ça t'est venu comment? bon, disons que c'est pas très original. Il y a souvent eu
as eu des confrontations dans, tu vois, Léon, le film de Besson, tu as des fois, tu as ce choc générationnel. Euh, euh, donc, lui, Larry n'a pas d'enfant. Elle, sans ça, c'est pas spoilé non plus, mais voilà, son père a disparu, mais il s'est volatilisé, c'est-à-dire il est pas, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, donc il y a un manque alors, elle de son côté, il y a un manque réel, et lui, c'est pas que c'est un manque, mais il a fait quelque chose, encore une fois, qui l'a obligé à fuir l'endroit où il vivait. Il vivait à Philadelphie. Et il était en rapport, en relation avec des enfants. Donc, il fallait que voilà, lui puisse, en tous les cas, sa phase de reconstruction, parce que je reviens toujours sur la thématique de la construction ou de la reconstruction, ne pouvait s'opérer que en essayant de se rattraper, de se racheter. Je pense qu'inconsciemment, cette rencontre-là, voilà, quand il s'est arrêté, bon, il y a peut-être pas pensé sur le coup, hein, mais l'idée c'était de dire, ok, bah, j'ai peut-être l'occasion de me racheter un petit peu. Il C'est aurait pour ça pu qu'il ne pas fallait. s'arrêter. Alors, c'est ce qui est dans le bouquin, il dit en fait, ça se joue vraiment à une pression sur la pédale d'accélérateur. Il dit en fait, s'il avait roulé un peu plus vite, il n'aurait pas vu l'écriteau, il n'aurait pas vu marqué ailleurs, et sans doute il ne serait pas arrêté, et il ne serait pas passé tout ce qui s'est passé ensuite. Il aurait pu ne pas s'arrêter. C'était pas prévu du tout qu'il s'arrête. Euh, 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 et finalement, d'ailleurs, la première chose, quand il voit cette jeune fille qui arrive, alors je l'ai rapidement décrite, hein, elle a un short en jean, etc., mais on va voir que derrière ses lunettes de soleil, elle a quand même le visage un peu tuméfié. Et il se dit, cette gamine-là, c'est une source d'emmerdement pas possible. Pourquoi je me suis arrêté? Et la première chose qu'il va avoir envie de faire, c'est de la larguer tout de suite. Il va s'arrêter à un hôtel et il va lui dire, écoute, tu dis rien, tu te mets dans cet hôtel, tu rappelles ta mère, etc. Tu bouges pas, et je me casse. Et il se barre. Et il se barre. Je ne peux pas tout révéler, mais son partenaire, qui est quand même, voilà, qui a fait le même métier que lui, il est pas dans un très bon état, mais il a gardé un flair assez exceptionnel. Et il lui fait comprendre qu'il faut qu'il retourne à cet hôtel parce que voilà, faut qu'il aille la récupérer. Et donc il fait machine arrière et il la récupère, heureusement, parce qu'elle ne passait pas un bon moment à ce moment-là. Donc au début, non, au début il s'est dit, voilà, je me suis arrêté, cette gamine-là, c'est plein d'histoires à venir, j'ai pas que ça à faire, parce que il est pris par le temps, hein. Ça aussi je le dis pas, mais il faut qu'il aille très très vite dans cette destination. Il est pris par le temps, et donc elle le retarde. Et pendant tout ce trajet-là, elle va aussi pas mal. Si tu veux, tu as un personnage qui fait tout pour se faire oublier, qui est Larry, et tu en as une qui fait tout pour se faire remarquer. C'est aussi la confrontation de ça. C'est-à-dire que lui, par rapport à ce qu'il a fait, il s'enterre dans un endroit et voilà, il parle à personne et il est là pour redevenir ce qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire personne. C'est ce que je dis dans le bouquin. Il se donne beaucoup de mal pour redevenir personne après avoir été quelqu'un. Et elle, c'est l'inverse. Elle est dans un endroit où elle s'emmerde, avec sa mère voilà, qui rencontre des sales types, qui est aussi une alcoolo. Et elle, au contraire, elle a besoin de montrer qu'elle existe. Donc, elle va trouver chez Larry quelqu'un qui va éponger un peu toutes les conneries qu'elle va faire à chaque fois qu'ils vont s'arrêter, quoi. Est-ce que tu as déjà eu envie d'écrire ailleurs, sur une pancarte, et de partir? Non, je suis beaucoup trop casanier pour ça, moi. Je suis très très casanier, même si j'ai beaucoup voyagé plus jeune. J'ai vécu pas mal d'années dans quelques pays en Afrique pour le travail. Mais non, et plus j'avance en âge, voilà, je prends les bouquins qui sont pour moi des voyages immobiles, quoi, comme je dis. Donc les bouquins, ça me suffit. J'ai pas besoin de bouger. Ça représente quoi pour toi le voyage? Du coup, c'est une mise en danger, une curiosité? Euh, non, je dis, moi, je suis assez. Moi, j'ai pas besoin de partir loin pour me sentir vraiment ailleurs. Contrairement à ma femme qui a besoin, elle, de voir la mer. Elle, si elle voit pas la mer, elle s'estime qu'elle n'est pas en vacances.
Moi, dès lors où je n'ai pas de contraintes, pour moi, les vacances, c'est l'absence de contraintes. Et ça peut se passer chez moi à Bois-Colombes. Voilà, moi, les vacances, c'est choisir ce que je fais. Et même si c'est ne rien faire, c'est un choix et il n'est pas conditionné à un patron, à des obligations. Donc l'endroit où je vais est presque secondaire, quoi. Et dans ce livre, il y a plusieurs choses. Comment as-tu fait pour combiner les scènes d'action et le temps, je dirais, de contemplation des paysages? Parce qu'il y a les deux, et j'avais l'impression qu'il y avait deux tempos aussi. Et comment tu fais pour marier ça entre... Il y a pas mal d'actions par moment, et puis par moment, bah, comme quand on prend la route, hein, ça vous parle, vous, dans le chat? Vous voyez, quand on écoute la même musique en boucle avec les parents pendant des heures et des heures. Comment tu as fait pour combiner ça, ces deux tempos? Euh, alors, les scènes d'action, c'est assez difficile. Enfin, je trouve ça assez difficile à construire. Et moi, j'aime bien quand on me dit il y a beaucoup d'actions. C'est ce qu'on me disait sur les Bansky. Et en vrai, il y a beaucoup d'actions. Et quand tu regardes bien, en fait, il y en a pas tant que ça. Mais ça veut dire que les scènes sont suffisamment marquantes pour que ça donne cette sensation, en tous les cas, de durée ou de durabilité. Dans Les Bansky, je me souviens très bien, on me dit, oh là là, ça n'arrête pas. Et en fait, la première scène d'action arrive à la page 150, la deuxième à la page 250, et quasiment c'est tout. Mais pendant ces moments-là, c'est très resserré, c'est très concentré. Et donc là, il y a quelques scènes d'action, mais qui sont, voilà, où je décide vraiment de me concentrer très fort sur la construction de cette scène pour la rendre la plus visible, presque la plus cinématique possible, où voilà, moi je suis derrière une caméra et on me le dit, et moi j'aime bien quand on remonte ça, il y a énormément de détails. Et les scènes d'action, elles se mesurent pas en nombre de pages, parce que fondamentalement, elles fait 2-3 pages, mais c'est ton niveau de précision et de détail qui va s'inscrire dans la rétine et dans la mémoire de ton lecteur. Et plus tu apportes de l'importance aux détails, plus ça va rester chez le lecteur, qui va avoir cette sensation qu'en fin de compte, que en volume, c'est très important. Et en fait, non. Mais les scènes d'action, elles sont sur 3 pages, mais vraiment, je fais en sorte que chaque gestuelle, chaque mouvement soit quand même un peu décortiqué pour que tu puisses clairement voir la scène. Et si tu la vois et que ça s'imprime bien, et ben dans ton esprit, tu vas avoir le sentiment que elle s'est éternisée et qu'elle est hyper prégnante dans ton récit. Mais en nombre quantitatif, en nombre de pages et de lignes, c'est pas si spectaculaire que ça. Après, pour le côté contemplatif, c'est ce qui me pose moi le plus de problèmes, c'est que ça, c'est un vrai effort. J'ai moins de facilité et j'avais vraiment le souci. Alors, si tu te souviens de la première conversation qu'on avait dit pour les Bansky, moi j'essaye toujours de raconter le plus joliment possible une histoire divertissante. Et c'est pareil pour ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit quand même joli. La littérature, c'est rendre quand même pour moi, il faut qu'il y ait un peu d'esthétisme. Et donc, ne connaissant pas les États-Unis, ne connaissant pas c'est quoi l'été indien aux États-Unis, ben je regarde des vidéos, je lis de la documentation, mais qui reste très informative en fait. Ils sont pas là pour faire de la littérature, ces documents-là. Donc, je m'imprègne de ça, et une fois que je vois ça et que je lis ça, je me pose la question, ok, comment je fais pour rendre ça joli? Et là, je me pose, et au bout d'un moment, le ciel, je vais essayer de lui donner des colorations, mais qui soient aussi assez métaphoriques, parce que c'est peut-être le bouquin le plus poétique que j'ai écrit, je pense, avec les métaphores, avec les images. C'est beau, c'est Euh, ma euh, question d'après, t'es trop fort. et c'était donc voilà, moi je voulais vraiment rendre ça euh, très très visuel, très visuel. Et l'autre défi, c'était, sachant qu'il fait quand même, alors pour moi 250 pages, c'est toujours beaucoup, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des longs parcours. Comment je fais pour sur 6 jours pour parler du ciel, pour parler de la nature, des pierres, du coucher de soleil? Comment je fais sans me répéter? Ça, c'est l'autre, et ça, vraiment dans les. Alors chacun est sensible à un certain nombre de compliments, mais moi je suis sensible à ce type de compliments en disant mais tu as fait 250 pages, j'ai pas le sentiment qu'une seule fois tu t'es répété pour décrire l'extérieur.
Et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vraiment, vraiment, je me suis attelé à faire en sorte de toujours trouver des images différentes pour décrire un environnement qui est un peu le même, hein. La nuit aussi, enfin, il y a plein de petites choses comme ça où comment je peux faire pour décrire ça joliment sans que ça soit non plus trop boursouflé, parce que ça aussi c'est le risque de faire quelque chose qui soit trop écrit. Mais je voulais quand même que ça soit joli. Je voulais qu'il y ait des passages quand même qui soient poétiques. En tous les cas, Et ils une avaient cette question prétention. de Cricri Bookin, si tu devais décrire le style d'écriture de Kanaka, dirais-tu qu'il se rapproche de l'écriture de Richard Ford, par exemple? Ah ouais, j'aime bien ça, Richard Ford. Euh, Richard Ford, alors, j'en ai pas lu assez. Richard Ford travaille beaucoup sur l'intériorité des personnages, pas tellement sur l'extérieur. Il y a aussi l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui creuse énormément la psychologie des personnages. Et ouais, j'adore Richard Ford. Il y a des films qui ont été faits, Les Noces rebelles avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Il y a son bouquin que je vous conseille, Canada, qui est un super beau bouquin aussi sur des thématiques que j'aime beaucoup. Donc, ouais, si je peux arriver à la demi-cheville de Richard Ford, je suis content. Mais je pense que j'ai encore du taf, hein. Mais ouais, c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup, vraiment. Et puis, j'ai l'impression que c'est aussi un roman sur la solitude. Je peux me Mm. tromper, mais j'ai cette impression-là. C'est le mal du siècle, hein? Des mots du siècle. Bah, disons que c'est euh, les deux personnages, en l'occurrence, hein, vraiment se sentent. Alors, il y en a un qui s'est volontairement isolé, hein, qui il voulait vraiment fuir parce qu'il a eu vraiment une période où c'était vraiment la star et au contraire, il était extrêmement sollicité. C'est lui qui a choisi vraiment de la fuite. Et puis elle, pour le coup, c'est cette gamine qui se sent vraiment seule et qui comprend pas que son père est disparu et depuis qui essaye de trouver un sens un peu à, à sa vie et se sent terriblement abandonnée, ouais, c'est sûr. Elle se sent, voilà. Et la solitude aujourd'hui, hein, tu vois, c'est toujours pareil. On n'a jamais eu autant d'outils de communication et il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules. La solitude, c'est pas une histoire de monde, hein. On peut être extrêmement seul et très entouré, quoi. Comme on peut se sentir pas du tout seul et alors que fondamentalement on n'a personne autour de nous. Il y a ce qu'on se construit aussi. Mais ça, c'est effectivement des personnages qui sont un peu livrés à eux-mêmes, et c'est surtout des personnages qui se sentent coupables. Moi, c'était surtout ça que je voulais. C'est la seule chose qui les relie. Alors, il y en a un qui est quand même assez coupable, et l'autre qui a un sentiment de culpabilité. Et quand on se reproche quelque chose, et on est toujours en quête de rachat, ça c'est quelque chose qui est une des thématiques moi que j'aime le plus, la quête de rédemption. Tu vois le film Impitoyable de Eastwood, qui est un salaud notoire et qui disait, hein, il y a une scène, j'ai tué tout ce qui rampe, homme, femme, enfant, et qui va trouver, avec la rencontre avec une femme, le moyen d'essayer de se sauver lui-même, quoi. Et il y a plein de films comme ça que je pourrais te citer, des, des, des quêtes et des rédemptions qui sont souvent impossibles d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment tu replonges. Mais j'aime bien l'image des salauds aussi, mais qui essayent quand même d'essayer de trouver une lumière et qui replongent quand même. Alors là, c'est pas vraiment Larry, c'est pas vraiment un salaud, mais c'est un type qui a été très orgueilleux, qui voilà, voilà, qui a été une vedette à un moment donné, qui s'est laissé un petit peu griser par tout ça, et puis qui a commis quelque chose qui fait que voilà, au bout d'un moment, il retombe de son piédestal, et puis c'est cette déchéance aussi, et c'est pour ça qu'il se raccroche à son seul copain qu'il n'a jamais laissé tomber, c'est son chien. Euh, euh, donc voilà, donc oui, c'est des gens seuls, ouais. Et puis beaucoup, ça c'était déjà le cas par le passé, mais c'est une discussion qu'on aura à chaque fois. Beaucoup de références à la musique, à la Hum, littérature. Tu es un grand curieux ou pas? Parce que, allez, je vais vous donner la bande son, hein, par exemple.
Vous voyez une guitare derrière moi, là, donc ça va vous parler, mais Bob Dylan, Mark Knopfler, Emmylou Harris, Clapton, Springsteen, Leonard Cohen. Bref, il y a beaucoup de références. Il y avait déjà un peu ça dans le livre précédent que j'ai lu. T'es un grand curieux de tout ça et t'aimes bien partager avec les gens qui te lisent dans tes livres? Oh, y a ça, mais en fait, quand je décide parce qu'en fait, ça va paraître hyper paradoxal, j'ai l'impression d'écouter de moins en moins de musique. Euh, 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 Vraiment très très peu. Mais quand je prends la décision, au bout d'un moment, d'écrire un livre, il faut que je crée l'environnement euh, approprié. Donc au bout d'un moment, tous ceux que je cite là, il fallait que ça soit en adéquation avec le paysage, avec quand tu prends la route, etc. Tu as des auteurs, voilà, je pense que chacun classifie des auteurs en fonction de moments. Et quand on part tous en vacances, à un moment donné, si tu fais un grand voyage, tu penses à une playlist. Et donc, il y a ces auteurs que je cite, ils collaient avec la notion de voyage, de, 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 de route, de désert, voilà, il fallait que ça sente le bitume, il fallait que ça sente le pot d'échappement, il fallait que ça sente un peu tout ce côté un petit peu âpre, rugueux, poussiéreux. Donc ces auteurs-là, on le retrouve dans la country music. Il y a aussi, voilà, c'est beaucoup de country. Et donc oui, non pas que j'en écoute un petit peu, mais j'ai l'air comme ça de maîtriser très très bien mon sujet. Pas tant que ça. C'est juste que j'ai décidé de faire en sorte que l'environnement voilà, se reflète exactement ça. Et il fallait que je colle la musique qui aille bien. Tu écris Donc, en musique? Demande non, jamais, Andrea. jamais. Non, non, jamais. Justement, moi, et en plus, la musique que j'écoute, moi, j'écoute plutôt des chanteurs français ou des vieux chanteurs. Tu vois, à mon âge, je redécouvre la, la, la carrière de Serge Lama, quoi. J'écoute Serge Lama en boucle en ce moment, tu vois. Donc j'écoute souvent des vieux chanteurs français. Mais voilà. Après, Mark Knopfler, on en avait déjà parlé. Par contre, ça, Mark Knopfler, c'est un rituel. Knopfler apparaît dans tous les livres. Il vient de sortir un nouvel album, sur le coup. Ça, par contre, je l'écoute depuis que je suis gosse. En Dire Straits ou en solo, ça c'est un incontournable. Mais tous les autres, je les connais, et Springsteen, j'aime beaucoup aussi. Mais il y a beaucoup d'auteurs que je cite, et vraiment, je les écoute assez peu. Mais il fallait que ça colle. Moi, tu sais, le livre, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut que le temps de la lecture, on y croit. Voilà. Si à la fin du bouquin, ou après tu te dis, bon, finalement, tout n'était pas réaliste, etc., c'est pas très grave. Mais le temps de la lecture, le temps de l'immersion, il faut que ça soit réaliste et que tu y crois. Donc, je fais en sorte que tout sonne juste pour ces 250 pages. C'est vraiment une espèce de couvercle que je mets à chaque fois. Donc, je me donne vraiment les moyens pour qu'on croie vraiment à ce qu'on lit. Même si des fois, en temps normal ou à froid, on se dirait, mais ça, tu vois, le chien qui pisse debout, je me suis quand même renseigné pour voir si ça existait quand même. Hein. Je suis pas sûr que techniquement parlant, un chien puisse réellement pisser debout. Mais pendant la lecture, en tous les cas, des personnes ça les a fait marrer. Il y a personne qui m'a dit, mais alors, après, ça va dépendre aussi du type de lecteur que tu as. Il y a des lecteurs qui sont très premier degré, et c'est pas une critique, hein, mais il y en a qui, au bout d'un moment, si ça sort un peu de quelque chose qui soit très réaliste, ça va les sortir de la lecture. Mais moi, je me pose pas trop la question de est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Si le temps de la lecture, ça peut exister. Sur 250 pages, si tu n'as pas relevé ce truc-là, c'est que tu as quand même été pris dans le truc. Il y a eu quand même l'immersion qui s'est faite et qu'une fois que c'est refermé, peut-être 2-3 semaines après, tu vas dire bon, voilà, à froid maintenant avec le recul, je me rends compte que c'était pas possible. Mais le temps de la lecture, ça m'a pas gêné. Donc, et moi, en tant que lecteur, tu peux me faire avaler toutes les couleuvres de la terre. Si c'est bien foutu, parce qu'il faut que ça soit quand même assez bien fait, bah, le temps de la lecture, ça passera crème. Et au passage, merci beaucoup Maya Oti pour l'abonnement. Ça soutient évidemment ce qu'on fait, ça fête l'anniversaire, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi, Tipeee, là dans le coin, si vous voulez mettre une petite pièce dans la cagnotte. Vous avez toutes les explications dans le chat. Merci beaucoup pour tout votre soutien au cours de ces nombreuses heures de live aujourd'hui.
Question pour toi. Je sais pas si elle est polémique ou pas, mais c'est une question que les gens se posent. Est-ce que tu as envoyé cette histoire à des maisons d'édition? On en avait déjà un peu parlé. Ouais, ouais, je l'ai fait pas mal. Et alors, il y a les vraies maisons d'édition et les fausses maisons d'édition. Donc maintenant, avec un peu d'expérience, je commence à les repérer. Et je me suis un peu renseigné auprès de quelques copains que tu connais, que ce soit des Sébastien Vidal, des Michael Mention, etc., qui m'ont conseillé quelques auteurs. Et actuellement, j'ai deux auteurs qui... Alors, j'ai déjà eu par le biais de Sébastien qui m'a dit, alors de manière très confidentielle, mais je te donne pas de faux espoirs, mais voilà, la maison d'édition qui s'appelle Le Mot et le Reste, donc sur lequel lui il publie ses propres romans, ont lu le roman et ils l'ont beaucoup aimé et il me dit c'est pas impossible qu'ils te contactent. Donc il y a ça. Et puis j'ai eu un retour, ils sont en train de le lire et ça me ferait aussi plaisir. C'est les éditions Rivage, qui est une émission que j'adore en plus, enfin une maison d'édition que j'adore parce que moi, il y a quand même des grands auteurs qui sont là-dedans quoi. Entre les Elroy, les Hugues Pagan et d'autres. Donc, ils sont en train de le lire. Et donc, ce sont les deux où potentiellement, j'attends sans attendre, si tu veux. Et il reprendrait Kanaka. Ouais. Eh ben, écoute, c'est notre anniversaire, mais je vais te souhaiter un cadeau. Parce qu'en fait, je nous souhaite le cadeau au passage. Non, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle. Donc, je suis heureux d'entendre ça. Donc, comité de lecture et autres, si vous nous entendez. Le temps passe très très vite. Même pendant 10 heures de live, je me rends pas compte, mais ça passe très 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 vite. Une petite question devenue récurrente, mais qu'on aime bien ici, les gens qui nous écoutent adorent ça. Peux-tu nous raconter une anecdote cocasse sur ton parcours dans le monde trépidant des livres? Je ne doute pas que tu en as, avec des lecteurs, des éditeurs, comme on vient d'en parler, des salons du livre, si tu en fais, des rencontres à gauche à droite. Une anecdote qui te viendrait en tête, que tu aurais envie de partager avec nous? Alors moi, je fais aucun salon parce qu'encore une fois, moi, tu sais, j'écris et en auto-édition et j'en avais déjà parlé, mais je fais pas beaucoup de démarches pour faire en sorte que les livres soient connus. Donc peu de salons, donc peu de retours d'expérience. Mais au niveau éditeur, on en avait déjà parlé, mais c'est celle qui me vient spontanément. C'est quand j'ai envoyé Le Petit Lebanski, donc c'est le roman précédent, à une maison d'édition. J'ai eu un retour de la personne en disant que le roman était un roman méchant, raciste, voilà, enfin pas du tout politiquement correct. Et à l'époque, on parlait pas encore des sensitivity readers, quoi, mais je pense que s'il y en avait un qui l'avait lu, je pense qu'il aurait fait un AVC, quoi. Donc ils ont trouvé ça, voilà, donc ça m'a marqué en tous les cas. Alors ça se résumait pas que à ça, hein. Il m'avait remonté d'autres critiques et il y avait des choses super intéressantes. Mais c'est vrai que moi j'étais quand même super étonné. Alors ça remonte quand même à 5-6 ans, hein, que le roman ait été perçu comme ça par cette maison d'édition. Donc ça, pour moi, c'est le seul vraiment retour marquant que j'ai eu. Sinon, j'en parle assez peu, hein, d'une manière générale. Moi, des interviews, j'en fais peu. J'en ai fait 3 dans ma vie, dont 2 avec toi, tu vois. Jamais 203. Voilà. Donc, non, j'en fais peu, mais j'avais déjà donné les raisons pourquoi je fais ça. Mais quelque part, il y a des personnes qui sont là qui sont avec nous, qui en parlent, et je les remercie parce que moi je le fais pas moi-même et que et elles le font à leur niveau et des fois ça fonctionne. Ça a permis en tous les cas que mes bouquins soient lus par quelques-uns et un petit message de Christophe Tabar. Attention Stéphane, si tu es édité, il va falloir sortir de ta grotte. Est-ce que tu es prêt? C'est ça. Mais ça c'est un vrai problème, hein, parce que moi c'est pas tellement le fait moi je suis pas quelqu'un de très je
bon, je peux être un peu sauvage, mais je peux être très sociable aussi. Sauf qu'il y a un moment donné, La coupure à ce moment-là, c'est parfait. Il est reparti dans sa grotte. Je suppose que vous ne le voyez plus non plus. Stéphane, tu es passé sous un tunnel. Attends, je t'écris. Ah là 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 là. Pile à ce moment-là, c'est quand même fou, non? Alors que revoilà, Stéphane, tu es retourné dans ta grotte momentanément. Est-ce que tu m'entends? Ah. N'a plus de lumière. c'est bon? Est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est, c'est bon. Attends, je vais remplacer l'écran tout noir par toi, parce que c'est toujours mieux. Hop. Ce sera plus sympa. Enfin, je crois. Voilà, voilà. Donc on parle de ta grotte, toi t'y retournes. Boum, direct. Toi que j'y retourne, c'est qu'il y a un moment donné, de toute façon, j'ai du mal à donner le change quand au bout d'un moment je m'ennuie ou que j'estime que c'est pas gentil ce que je veux dire, mais des fois t'as ton interlocuteur que tu sais pas trop quoi lui dire quoi. Donc et j'ai peur que j'ai peur que dans les salons avec le phénomène de répétition, il y a un moment donné où tout ça me me lasse. Donc, pour ça que moi, les salons en tant que visiteur, j'adore. C'est-à-dire que moi, il y a des auteurs, alors j'en vois pas beaucoup, hein, moi, je fais pas la queue pour des signatures, ça c'est sûr, mais il y a quelques auteurs que j'aime bien et j'attends qu'ils soient seuls et à un moment donné, je préfère qu'on discute vraiment. Pour ça que j'aime bien, enfin, j'aime bien la boîte parce que on est du temps, on a du temps. En salon, je pense que ma frustration viendrait du fait que on aurait tellement peu de temps qu'on dirait forcément des banalités et on pourrait pas développer. Et moi, si tu me laisses pas un peu de champ pour gambader, je me frustre. Donc au bout d'un moment, je préfère ne rien dire, ne rien faire qu'au bout d'un moment dire ok, t'as 5 minutes pour dire une banalité. Mais même en tant que visiteur, si c'est pour voir un auteur en disant j'ai 3 minutes pour dire j'adore ce que vous faites, j'y vais pas. Si on parle vraiment littérature, si on parle bouquin, et moi j'adore, et moi je pourrais te parler de bouquins que j'ai lus, de personnes que je connais même pas, je vais en parler 1 heure et demie. Prends note Parce qu'on que fera 24 heures, tu vois, bah, pour les 3 ans. Il est mais, tombé dans les pommes voilà. derrière moi. Mais en fait, c'est Mais ça. moi c'est ça, Tu c'est-à-dire que vas moi intégrer l'équipe des invités qui parlent longtemps. Mais c'est chouette, c'est chouette. ah Moi, je suis un oui, peu moi je déçu. peux Je pas. pensais que tu venais dans la boîte pour moi, mais non, c'est juste parce que tu as du temps. Ok, je prends. D'accord. Je suis un peu déçu. Non, mais C'est bon. il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'émissions qui te laissent du temps comme ça, de Non, je pouvoir sais. quand même t'exprimer. Donc moi, si tu me dis ok, tu peux venir, mais t'as 5 minutes, je dis ben donne-le à quelqu'un d'autre quoi, parce que je vais devoir dire des banalités, je vais m'entendre dire ces banalités. Putain, j'aurais envie de me mettre des droites quoi, en disant mais c'est con ce que tu dis et c'est convenu, ça n'a aucun intérêt donc voilà. Alors je sais pas si j'ai été particulièrement intéressant en 1 heure là, mais en tous les cas, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Si ça se passe pas bien, je dirais écoute, t'as eu 1 heure pour t'exprimer, c'est toi qui as choisi de dire ce que t'as dit quoi. Mais 5 minutes, 10 minutes en salon, non. Et Christophe Tabar nous dit fais des médiathèques, des culturels, là t'as le temps. Alors je sais pas si c'est comme en Belgique, mais oui, probablement, c'est une piste. Mais non, écoute, tout le monde est toujours là. Et donc j'imagine que personne ne les a forcés. Enfin, je crois. Et donc c'est que c'était intéressant. Et en tout cas, c'est ce que je crois. Merci beaucoup.